Gladys Swain dialogue avec l'insensé, précédé par Marcel Gauchet à la recherche d'une autre histoire de la folie. Itinéraire intellectuel de Swain, trajet de la désillusion de la génération 68, pour l'éblouissant programme critique offert par les penseurs de la génération structuraliste. Abjuration solennelle du maoïsme, du léninisme, du communisme et du marxisme. Constat des impasses. Le métier de psychiatre de Gladys pris dans une exigence de vérité. La psychiatrie, discipline pétrie de curiosité intellectuelle, militante face à la tendance lourde de la fin des idéologies. Gladys est chez les trotskistes, faisant ainsi l'expérience de l'illusion critique, représentant une ascèse. Protestation contre l'asile, libération de la folie au plus fort du gauchisme culturel, symbole de l'émancipation humaine. La folie exclut image de Michel Foucault. La contradiction sera découverte par Deleuze et Guattari, puis viendront les écrits de Lacan, promesse d'une psychanalyse pure. Après l'impérieux besoin de tout lire, suivra l'abandon pur et simple et le refus d'ouvrir un livre. Swain, détruire l'asile, certainement, déconstruire les catégories psychiatriques, assurément. Pour cela, Swain se plongea dans l'histoire. Les institutions étaient devenues odieuses. La réclusion asilaire avait fini par devenir une verrue encombrante, symbolisant un âge autoritaire révolu et un échec. Image naïve d'un contrôle social acharné à pourchasser la déviance. Critique de l'étiquetage nosographique, la déception fut que nul ne pouvait ignorer les limites de la cure, constat d'inefficacité. Approfondissement du lien de compréhension entre le thérapeute et le patient sans se rapprocher d'une guérison. Lacan pointant sans phare les carences de l'orthodoxie freudienne. De Lévi-Strauss, il a retiré l'idée du rôle fondateur de l'interdit de l'inceste dans l'avènement de l'ordre culturel comme ordre symbolique. D'où une relecture structurale du complexe d'Oedipe. Swain choisira la psychiatrie publique et ses lourdeurs gestionnaires, prix à payer pour être là où les choses se passaient et où les vraies questions se posaient. Proie sacrifiée pour l'ombre, ambition de la rupture pure, recul à un libre redéploiement. Lacan avait montré la voie par les œuvres de Frege, Saussure, Heidegger et Kojève, reproduisant la mythification à un rang supérieur. Éclairage décisif en illuminant la discipline sur elle-même, accointance avec le travail de la pensée, participant à une histoire plus large, passé mystérieux et fécond, violent désir de s'émanciper, le détour par l'histoire s'impose comme la route de l'insaisissable présent. Métier tétanisé par l'incertitude que la reconquête des territoires obscurs de la mémoire rendait l'identité qui y résidait. Foucault a tout simplement créé le sujet. Avant lui, c'était la progressive victoire des Lumières sur les ténèbres, de la superstition, à partir de Jean Vire, médecin du XVIe siècle, qui sut discriminer la folie de la possession diabolique. Avec Foucault, la folie acquiert une dimension historique, problème pour l'entente du devenir moderne. C'est forger un mythe simpliste de l'exclusion, dénonciation d'un péché capital. Le brio de l'écriture de Foucault nous faisant oublier les déboires de la pratique. Usage désinvolte des sources de Foucault qui cite Pinel sur l'aliénation mentale de la première édition, mais en fait est la seconde postérieure de 10 ans. Le schéma de Foucault au démontage s'avéra étonnamment approximatif et pauvre dans l'explication. Coup de force pour faire aboutir les conséquences. Après exploration systématique, nous constations une réinterprétation d'ensemble de l'histoire de la folie en Occident en 1800. S'en suivra un développement chaotique, travail de base topographique, dont la synthèse n'aura pas lieu avec Swain mais avec Marcel Gauchet à cause de la tragédie.
Foucault fait reposer son analyse de la naissance de l'asile à Bicêtre, alors que c'est le fils de Pinel, Scipion, aliéniste lui-même, qu'il élaborera. Mutation dans la pensée de la folie entre 1793, date d'entrée en fonction de Pinel à Bicêtre, et 1826, mort de Pinel et nomination de son disciple Esquirol. L'action prendra le nom de traitement moral projet à des fins thérapeutiques. En 1800, remaniement des présupposés qui gouvernent l'appréhension. Pour Pinel, le fou n'est jamais totalement fou, idée révolutionnaire, figure énigmatique du fou qui reste sujet de sa folie, problème d'une folie qui est toujours folie d'un sujet. Implicite savoir psychiatrique et son ressort dynamique, Pinel et son statut révolutionnaire des présupposés devient rapidement invisible. En 1805, Esquirol écrit des passions considérées comme cause véritable fondateur de l'aliénisme, distance intime que l'aliéné conserve envers son aliénation, logique de réduction de l'altérité, absorption de la folie dans le grand courant de l'égalité. Foucault était tombé dans le contresens. Il a déchiffré le passé à la lumière de la passion intégratrice qui est la nôtre, ethnocentrisme démocratique. Travail d'inclusion de la folie. L'asile a été un laboratoire politique, une illusion de puissance. Dessein d'une machine à produire l'homme, une thérapeutique de la personne. L'asile n'a guéri personne. Ouverture de l'aliéné aux autres dans les réfectoires et captation d'un enfermement sans espoir. Ouverture d'un rapport d'intercompréhension fondamentalement inédit entre les êtres. Le fou adhère à sa folie et il n'y adhère pas entièrement. Il ne sert à rien de le contredire. Dissymétrie entre la position du fou et celle du médecin, entre contrarier l'objet de leur folie et le flatter. Nouveau rapport de compréhension, l'individu, gagnant en indépendance, rencontre les limites de son empire. L'aliéné se découvre comme un infirme du signe et c'est l'usage délibéré qu'il en fait qui constitue l'obstacle. Mérite de Joseph d'Aquin, médecin savoyard, qui avec audace recule les frontières au-delà des aliénés, subsistent les laissés pour compte et les idiots. L'appartenance se conforter au spectacle de la désappartenance. Il n'est pas en fait du pouvoir de l'homme de basculer dans l'inhumain. Laborieux apprentissage du dialogue avec l'insensé, front de cette révélation qui est une révolution de l'appartenance. Pinel et Esquirol ont fait entrer cette dimension de communicabilité dans l'ordre du savoir. Chez Swain, la passion pour l'histoire ne se séparera pas de la réflexion sur l'exercice de son métier. Elle a contribué à indiquer la bonne direction vers ce but qu'on n'atteint jamais. La fréquentation de l'histoire lui avait appris que les quelques pages passées inaperçues ou tenues en marge, mais qui font brèche, pèsent plus lourd pour finir que la volumineuse et vide littérature des importants. Son grand souci était d'avoir servi à quelque chose. L'épreuve du temps en jugera, chemin dans l'inachevé. Introduction de Marcel Gauchet à la recherche d'une autre histoire de la folie. L'anthropologie de Kant a été publiée en 1798, rédaction des cours donnés à partir de 1772, tenir compte de la période d'élaboration. L'encyclopédie de Hegel nous est parvenue par les soins des élèves de Hegel augmentée de notes de cours de 1817, remaniée en 1830. Préjugé de Kant de se marier dans une famille où il y a eu un seul fou. Kant se demande si l'accusé, au moment de son acte, était en possession de ses facultés de juger. Kant écarte le médecin et même le juge, il réclame l'intervention d'un spécialiste en la personne du philosophe, exigence moderne en considérant que la folie ne tombe pas sous le sens de chacun. Affirmation du caractère foncièrement intellectuel de l'aliénation mentale. Le malade est conscient que le cours de ses pensées n'est pas juste.
Le fou, c'est celui qui s'enferme dans un cercle d'idées qui ne valent plus que pour lui. Perte du sens commun. Appuyer notre entendement sur celui d'autrui, l'aliéné étant clos en lui-même. Le fou est exclu de la possibilité d'une pensée en conformité avec les lois de l'expérience. Folie par excellence du détachement de l'esprit vis-à-vis de l'échelle de l'expérience. Le fou se sépare des règles générales de la pensée, s'assurant d'une règle particulière pour sa pensée. Le fou est totalement enfermé dans sa folie. Par essence, l'aliénation implique un hermétique repli sur soi de l'aliéné, isolement absolu du malade dans la singularité de son système, enfermement en soi qui fonde l'exigence de l'enfermement tout court. Au contraire, la folie, dit Hegel, n'est pas une perte abstraite de la raison. Vera, V-E-R-A, la raison ne se retire pas de celui qui est atteint de folie de façon absolue. La folie est un simple dérangement, cet état où l'esprit demeure en lui-même dans sa propre négation, Hegel. Le fou entre en contradiction avec lui-même, donc pas d'enfermement du fou dans sa folie. Hegel attribue à Pinel la découverte de ce reste de raison dans les aliénés, contenant le principe de leur guérison. L'idée de la maladie implique celle de son possible traitement. Dans la folie, le sujet se trouve dans la contradiction entre sa totalité systématisée à l'intérieur de sa conscience et la déterminité particulière, antagonisme intérieur. Par exemple, les fous savent qu'ils sont dans une maison de fous, mais sont fixés dans une représentation particulière qu'ils ne sauraient s'accorder avec leur conscience objective, dédoublement. Personnalité en état de rêve, éveillée, impossibilité de trancher entre la loi du cœur et la vérité. Il est engagé personnellement dans sa représentation insensée. Pour l'aliéné, son monde purement subjectif a tout autant de réalité que le monde objectif. Il persiste dans sa fausse représentation, deux personnalités qui se nient l'une l'autre. La conscience rationnelle et son mode objectif subsistent dans la folie. Conception freudienne d'un clivage psychique. Freud constate qu'il n'y a pas de détachement complet, subsiste à côté de la conviction délirante une capacité du sujet à prendre les faits en compte, clivage psychique. Les deux attitudes coexistent, mais l'issue dépend de leur puissance relative. Tout Freud est déjà dans Hegel. La ressemblance est formelle, le contenu du clivage dans le moi est inséparable chez Freud. Affrontement chez l'individu du désir avec la réalité. Hegel pense la folie comme un conflit accro dans l'histoire de l'individu. Volonté d'Hegel de donner un sens général à la folie. Souci d'interroger en toute chose un sens et dont nous sommes les héritiers hegeliens. Hegel dit en révolutionnant la manière de penser, il faut considérer le crime autrement que comme une simple action répréhensible pour y voir une manifestation nécessaire de la volonté humaine. Il note que l'homme a le privilège de la folie, sentiment qu'a l'aliéné de la contradiction qui est en lui, fureur suprême forme de la folie. Conscience rationnelle à côté de la folie, plus la folie grandit, plus le fou dispose de sa raison, déchirement interne, se détournant du monde et s'absorbant en lui-même pour n'ajouter plus foi qu'à ses représentations subjectives. L'être vrai de l'univers qui l'entoure persiste pour lui, antagonisme de la quête du plaisir et de la volonté du réel. La loi dit la sûreté publique exige que si l'homme a un degré de présence d'esprit, il sera tenu pour responsable devant la justice de l'acte qu'il aura commis. Contexte de vive polémique autour de la notion d'irresponsabilité, ignorance des jurys qui méconnaissent la folie. Le modèle de la folie n'est pas un moule, mais un repère ultime. L'aliénation de l'auteur d'un crime n'en est pas pour autant estimée de nature à le soustraire légitimement à la peine.
illusion morbide de l'acte médité, la fureur et l'impulsion aveugle à des actes de violence, le pire forcené, le plus radical des fous, se trouve paradoxalement le fou le plus conscient de sa folie. Abolition totale du pouvoir de soi sur soi, la volonté seule paraît lésée. Il n'y a point de détermination irréfléchie, l'homme sent et se détermine. Les actes auxquels se livrent les aliénés sont toujours le résultat du délire. L'aliéné n'est pas hors du sens agissant comme les autres hommes, par suite d'une détermination. Ce qui le retranche du reste des hommes, c'est la nature ou le contenu de ces déterminations. C'est le rapport qu'il entretient avec elles. Il y a présence de la signification au sein du comportement de l'aliéné, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas maîtrise de la signification par l'aliéné. L'individu n'a pas distance à l'idée délirante. Emporté par le dynamisme propre du flux mental, absorbé dans une pensée fixe ou abandonné au chaos naturel de la vie psychique, l'aliéné est troublé dans son rapport à lui-même. Esquirol dit « Ces fous sentent et ne pensent pas. Le délire s'exerce sur le moi, sur la personnalité même de l'individu, dit Esquirol. C'est le moi qui se rapporte toutes les sensations, toutes les idées, toutes les affections de l'homme pendant qu'il jouit de la raison. Le malade sent qu'il a l'esprit aliéné, dit Georget, disciple d'Esquirol. Devenu calme et raisonnable, il rend compte de ce qu'il a vu et senti, des motifs de ses déterminations. Philosophie de la folie, une absence à soi. Pas de folie vraie, autant qu'il n'y a pas complète perte de soi. Maine de Biran réplique qu'il n'admet pas d'intelligence, il n'y aura pas de liberté. Sans liberté, l'on ne peut valablement parler de volonté, idée d'une possible coexistence de la conscience de soi avec un impouvoir radical sur soi. Une nouvelle figure de l'homme se profile, retirer à la conscience son privilège de centre de l'univers psychique. L'essentiel, écrit le professeur Dubois, c'est d'acquérir des idées morales capables de diriger notre vie, de régler notre conduite vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Idée que la folie est déraison. Volonté délibérée de tourner le dos à la raison. L'aliéné est celui qui, devant ses passions, au lieu, comme le lui dicte le devoir moral, de chercher à s'en rendre maître par la raison, décide de s'y abandonner. L'individu renonce en connaissance de cause au devoir et à la raison pour la passion. Idélaire, la folie n'est que la passion sous présence d'esprit, sans présence d'esprit. L'aliéné est tout entier dans son délire, il y adhère complètement, découverte de la possibilité de parler avec l'aliéné, s'adresser au sujet en deçà de son discours d'aliéné. Les traités médicaux sont pleins de récits de guérison, découverte d'une relation de parole efficace. Les heurter de front, c'est prendre le risque d'augmenter leur délire en l'exaltant. La guérison est dans la médiation de contrarier et de flatter l'objet de leur folie. Obtenir un mixte entre acceptation et refus. Accepter la parole du fou sans y adhérer. Écouter dans l'échange. La relation précède les éléments humains, l'obstacle de la parole folle. Là réside le traitement moral, qu'il existe une voie médiane entre déraisonner avec l'insensé et lui opposer la saine raison. Seguin précise le traitement moral de l'idiot. L'idiot consiste à le faire passer de l'état exceptionnel où il est relégué à l'état social. L'essentiel est que l'idiot cesse d'être isolé et établir volontairement le plus de rapports possible. Joseph d'Aquin dialogue avec l'insensé. Il ne dit pas qu'il sait s'y prendre. La philosophie de la folie. Franc-maçon, tenant actif de la diffusion des Lumières, il a lutté pour l'ouverture d'une bibliothèque publique dont il est resté en charge, compagnon de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses excursions botaniques, la manière de traiter les fous, le fou n'a pas de caractère exclusif, passage effectif à l'expérimentation, ambition humanitaire de d'Aquin.
briser le retranchement de ces êtres dont la raison est égarée. Le calme de leur esprit succède au trouble de leurs idées. Son scepticisme thérapeutique ramène à la philanthropie. Communication avec ces êtres qui auraient tort de croire totalement retranchés du reste des hommes la folie a beaucoup de nuances. D'Aquin esquisse une classification sur des critères pratiques. Tendance au suicide de ceux qui ne réjouissent pas pleinement de leur raison. Le suicidiste sait ce qu'il fait. Le suicide, fruit d'une décision nécessairement libre et éminemment condamnable, la psychose s'installe à la place du sujet et le déloge en le supplétant. Freud découvre l'efficacité de la prise de conscience et revient à une thérapeutique de la reviviscence. L'idée de mélancolie est un trouble intellectuel partiel. C'est l'intelligence qui est lésée chez le mélancolique. C'est un délire partiel, la manie étant en revanche le délire général. Rupture avec l'idée que la mélancolie est un délire grâce à la théorie intellectuelle. Des médecins croient encore que la forme, le fou, ne souffre pas. Croyant qu'ils sont tous heureux, le fou ayant choisi ses songes contre la réalité. Esquirol note que les mélancoliques ne déraisonnent pas, il s'agit de chercher la nature exacte des représentations qui sont en jeu dans la mélancolie et leur origine. Vue spéculative de Schopenhauer sur la division ultime des sources de la volonté entre instinct de conservation et instinct sexuel. En 1848, un praticien écrit l'hystérie provenant de la vitalité de l'utérus chez la femme, pouvant aller jusqu'à la nymphomanie, la fureur utérine. La crise hystérique est régulièrement assimilée à l'extase amoureuse. La femme est une possédée démoniaque car hystérique, le pendant masculin étant l'hypocondrie. L'épilepsie devient l'objet d'une investigation neurologique. En 1878, Charcot introduit l'hypnotisme comme vecteur d'une étude expérimentale de l'hystérie. Hystérie, corps de la vérité et théâtre de la vérité sur le corps. Dans l'histoire de la sexualité, l'hystérie est l'emblème. Le clivage subjectif continue de passer par le corps. Avec la pilule contraceptive, la femme est devenue maîtresse de son corps, du traitement moral aux psychothérapies. Stéphane Zweig, Mesmer et Freud seront les pionniers de la guérison par l'esprit. Vers la fin du XIXe siècle, les praticiens sont assaillis par la demande de santé de masse. Bernheim, toute idée acceptée tend à se faire acte. Puissance de la suggestion, découverte d'un nouveau pouvoir de l'homme sur l'homme. L'école de Nancy, considérable ressource d'action positive, d'une exploitation raisonnée des dispositions mobilisables chez la plupart des êtres. Hypnose. État psychique où l'imagination accepte les impressions transmises. Le sommeil provoqué n'est pas nécessaire pour obtenir les phénomènes dits hypnotiques. Catalysis, acte automatique, obéissance passive, hallucination, effet thérapeutique. Engouement mondial en 1890 de la suggestion dans sa version nancéienne. Les visiteurs affluèrent chez Bernheim, dont Freud. Mouvement d'intérêt dépassant le cercle des spécialistes, moment fécond d'une sensibilisation de l'opinion et du public, cultivé à l'existence d'une autre médecine à laquelle, le cas échéant, demander recours. Psychothérapie s'entend comme guérison par l'esprit. Guérir les affections d'origine psychique par action psychique, puis la puissance suggestive a cessé d'être à la mode. L'hypnotisme n'eut pas le temps de se transformer. Il n'en est pas moins un modèle structurant par rapport auquel situer et comprendre désormais tout traitement psychologique possible. Méthode cathartique de Bauer que Freud se décide à utiliser en 1889. Mise hors jeu radicale de la puissance réfléchie du patient, plongé dans un état second par sa suspension de sa possession de lui-même. Obligation de recommencer le traitement en répétition, induisant une dépendance du malade envers son hypnotiseur, soit un déplacement de pathologie.
Bilan d'une fausse solution, la suggestion hypnotique. Retour au traitement moral, la persuasion, impasse de la suggestion, une exigence d'approfondissement à cause de la disparition temporaire des symptômes, une exigence aussi de participation du patient, refus d'une méthode consistant à transformer l'hypnotisé en une machine. S'agissant d'une maladie psychique, il ne saurait être question de trouver le malade à son insu, de traiter le malade à son insu. Ainsi va naître une suggestion par persuasion, différence capitale selon Jules Desgerines. On renoue fidèlement avec l'inspiration originelle du traitement moral des premiers aliénés. Le point de départ de la cure, c'est la persuasion du patient de la curabilité de son trouble. C'est l'état émotif que provoque l'aveu qui exerce son action chez Sténique. Le dispositif analytique comme synthèse dépassant l'aliénation par le transfert, illusion de tout pouvoir d'une confession, l'omniprésence et le silence. Une conclusion de cette analyse, c'est que le pluralisme empirique reste notre seule ligne raisonnée de conduite.